Star Trek, Crosstrek. Crosstrek. Voilà, ça c'est le nom de la nouvelle génération de Subaru XV, qui ne s'appelle donc plus XV, même si ça reste plus ou moins la même voiture. Pourquoi elle s'appelle Crosstrek? Parce que c'est son nom sur les autres marchés mondiaux. La plateforme reste relativement identique à celle de l'ancienne XV. La cellule centrale ne bouge pas tellement non plus. En revanche, le pourtour de la voiture est inédit. Les projecteurs, les boucliers, les flancs, les jantes et les aides à la conduite. Voilà. Sous le capot de cette nouvelle Crosstrek, on retrouve eh bien, le flat four cher à Subaru. Il reste atmosphérique, il n'est pas très puissant, il s'attelle à une transmission à variation continue. Donc on n'a pas beaucoup d'espérance en matière de performance, mais ces voitures sont surtout achetées pour leur châssis, leurs compétences en hors-piste et sur la neige, car il s'agit d'une transmission intégrale dont la répartition du couple, contrairement aux habitudes de Subaru, n'est plus 50-50, mais 60 à l'avant, 40 à l'arrière, parce qu'ils estiment qu'il y a plus de poids à l'avant, donc c'est là qu'il faut mettre la puissance. On verra plus tard comment ça se traduit sur piste. Nous sommes en Autriche pour tester sur une piste spécialement affrétée par Subaru, la nouvelle Crosstrek. Alors nous sommes en temps limité, on n'a même pas 2 heures pour faire tout ce qu'on doit faire, c'est très peu. Nous allons donc découvrir la voiture avec vous. Je m'installe à bord et nous allons voir ce qu'elle a à nous réserver. Alors, cette nouvelle Crosstrek. De prime abord, c'est un design qui n'a pas l'air tellement changé par rapport à celui de l'ancien modèle qui s'appelait XV. Donc, là, c'est du plastique dur. Là, on est tout triste. Je suis un peu triste. Là, autour, c'est moussé. Enfin, de la mousse qui mousse. Ça, c'est bien. Là, au centre, nous avons une grande tablette tactile. Alors là, on a un mode affichage qui représente la transmission. Voilà, je ne connais pas bien, je découvre avec vous. Ça se manipule, disons, de manière assez fluide. Non, je ne veux pas mettre les réglages à 0. Ils ont conservé des boutons traditionnels pour le réglage du son. Sur le volant, eh bien, on retrouve aussi de vrais boutons, ce qui permettra de régler le régulateur de vitesse, la sono, le téléphone, etc. etc. C'est plutôt pratique. Devant soi, bien, il y a des cadrans analogiques. Alors ça, c'est une surprise. Ils n'ont pas cédé à la mode du TFT. Moi, personnellement, je ne vais pas m'en plaindre. Ça, c'est une chose, d'un point de vue ergonomique, qui reste vraiment ce qu'il y a de mieux, hein, l'écran analogique. L'assemblage a l'air pas mal. Il y a beaucoup d'éléments, donc c'est un petit peu difficile à ajuster. C'est pas trop mal fait. On nous a beaucoup vanté le siège durant la conférence de presse en nous disant qu'il était fixé de telle manière que le corps bouge moins dedans. Bon, pour l'instant, à l'arrêt, on a l'air bien installé. On prend vite ses marques, c'est pas mal ça. Écoutez, maintenant, je vais peut-être passer à l'arrière. Alors à l'arrière, l'espace n'est pas immense, faut reconnaître, mais suffisant. Là, comme ça, le siège n'est pas très confortable. Il vaut mieux lever l'appui-tête. Là, on est mieux. La banquette arrière, elle a un petit peu trop dossier trop vertical. Ça j'aime pas trop, mais bon, on s'y fait. C'est un peu ferme aussi. Est-ce qu'on a un accoudoir? Oui, on a un accoudoir. Ça c'est bien avec des porte-gobelets. Là, nous avons des prises USB. Il n'y a pas d'aérateur, bizarrement. Ça, c'est un petit manque quand même. En hauteur, j'ai suffisamment d'espace malgré la présence d'auto-ouvrant. En largeur, ça a l'air correct aussi. Niveau rangement, il y a des bacs dans les portières et un rangement dans les sièges, pas 2, je sais pas pourquoi. Bon, c'est des petites mesquineries comme ça. Hein. C'est pas très familial, mais enfin, bon, si on est une famille de 4, ça devrait suffire. Retour à l'avant, où nous allons juger des capacités dynamiques de la voiture sur un petit circuit, donc ça ne sera pas extensif évidemment. Bon, il est temps de découvrir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, on attache la ceinture et on roule. Alors les premières impressions sont plutôt favorables. Parce qu'elle vire à plat, effectivement, ce qui pour
une berline un petit peu surélevée, plutôt de qualité. C'est pas violent par contre, on a une transmission à variation continue et bon, elle cherche pas le cacher elle, hein, contrairement à ce qui se passe par exemple chez Honda ou Nissan, là ça patine bien quand même. C'est pas super agréable pour certains, il faut s'y faire. Hein. Ouais non, ça avance pas quand même. Là ça monte et la bagnole elle a du mal, on le sent. Hein. C'est que la suspension absorbe bien quand même, faut reconnaître. Ouais, mais sportivement, elle encaisse. Hein. Mais quand il faut sortir du virage, pour se relancer, il n'y a pas vraiment de jus. Ça, c'est embêtant. Il faut dire que sous le capot, qu'est-ce qu'on a? On a juste un 2 litres atmosphérique qui fait 136 chevaux. C'est 14 de moins que sur l'ancienne XV. Il est allié à un moteur électrique, tout petit moteur électrique, qui développe environ 16,7 chevaux, d'après ce qu'on m'a dit. Et ça permet de limiter un petit peu le grammage CO2, un petit peu, parce que d'après ce qu'on nous a dit, il ressort à 174. Autant dire que ça va complètement gréver le prix de vente de la voiture, qui n'est déjà pas bien vive. Donc ça c'est dommage qu'avec un tel châssis, on aurait envie de beaucoup plus de puissance. Attends, là on a 110, 120, on va taper les freins. Ouais, ça fait une course quand même. Ouais, par contre ça repart beaucoup plus lentement que ce qu'on imagine, ça c'est embêtant. Alors la Subaru Crosstrek a un coffre. Et un coffre transformable. On enlève ça, les sièges se rabattent très facilement et on obtient un plancher plat. Ça c'est pas mal. Le volume du coffre lui-même est intéressant parce qu'il atteint 1314 litres quand tout est rabattu, ce qui pour une compacte surélevée, ce qu'est la Crosstrek, est une bonne valeur. Alors au final, que penser de la nouvelle Subaru Crosstrek? C'est une voiture qu'on achètera d'abord pour son châssis, qui est vraiment un modèle du genre. C'est équilibré, c'est relativement précis, ça ne prend pas de roulis, en même temps c'est confortable. C'est même un peu joueur, hein. On a vu sur les vidéos, l'arrière peut gentiment survirer si on le provoque sur le mouillé. Sur le sec c'est plus compliqué, mais on peut y arriver. Le confort global, on l'a dit, est très bon, l'habitabilité est très convenable, le coffre est pratique. La finition est de bonne aloi. De prime abord, cette voiture paraît séduisante. Son défaut quand même, c'est le moteur qui manque de puissance. 136 chevaux plus un petit peu de puissance électrique, c'est pas assez pour ce genre de voiture. Il manque une suralimentation. La boîte CVT patine un peu, même beaucoup. Ils ont quand même réussi à créer des rapports artificiels, mais même là, il y a un peu de patinage. Donc, à mon avis, ils auraient mieux fait de ne pas le faire. Ce qui est intriguant quand même, c'est qu'il a existé sur le marché nord-américain une version hybride plug-in qui n'a jamais été importée chez nous et qui ne sera peut-être jamais. Elle devrait sortir sur ce modèle-là, donc sur le marché nord-américain. Pourquoi n'arrivera-t-elle pas chez nous? Parce que Subaru estime que le marché français, sur lequel elle serait vraiment pertinente, parce que son grammage CO2 est élevé, il est de plus de 170 grammes, c'est beaucoup trop, hein, ça fera un malus assez important. Et ce marché français n'est pas assez consistant pour adapter la version américaine aux normes européennes. Il faudrait changer le filtre à particules, le système de recharge, etc., etc. Ils se sont dit non, c'est pas la peine. On va la vendre surtout dans des marchés pas français, des marchés moins pénalisés par le malus. Donc pour les francs-de-sous-zone, on s'en fout. Cette Subaru arrivera sur le marché en janvier prochain à un prix que nous ne connaissons pas encore. Et on ne sait pas non plus quel sera son malus CO2, vu que le calcul va évoluer. C'est une belle usine à gaz. Je pense quand même qu'elle ne sera pas très compétitive en matière de malus. Ça risque de bien gréver son prix de vente. C'est dommage parce que ce châssis mérite qu'on s'y attarde. Et honnêtement, s'il faisait une version WRX STI, ça ferait une super sportive.